Ça sent un petit peu la fin de première partie de saison, là. Et ça s'en donne les moyens, même si, franchement, il y a un truc que je trouve très bizarre. On va en parler dans pas longtemps, ça. Il y a Isabelle et Elena qui se préparent à célébrer le festival de l'éclipse solaire. Il va y avoir une éclipse solaire, c'est très rare là où ils sont. Sans doute, je sais pas exactement comment ça marche. Je sais qu'en Europe, ça vient plus rapidement, plus fréquemment que d'autres endroits. Mais bon, bref. C'est genre tous les 200, 300 ans que ça leur arrive. Et elle a même prévu une espèce de petit télescope qui projette l'éclipse, parce qu'évidemment qu'on peut pas regarder ça directement. Hein, il y a certaines œuvres qui savent toujours pas qu'on peut pas faire ça, regarder directement une éclipse solaire. C'est très bizarre de voir ça des fois dans certaines œuvres fictives. Enfin bref, elle se prépare à ça. Il y a Armando, donc le gros de service là, qui dit ah mais l'éclipse solaire, c'est aussi l'avènement de l'arrivée d'Orizaba, la fée maléfique de la nuit, et tout le monde se marre en disant mais qu'est-ce que tu racontes, mon gros sécu de légende? C'est pas comme si on affrontait régulièrement des créatures magiques. C'est n'importe quoi. Quelles sont les chances pour que ça arrive? Enfin bon, avant de se préparer, avant que l'éclipse n'arrive, il y a Elena qui prend le sceptre qu'on a vu donc dans l'épisode 1 qui s'illumine dès lors qu'elle le porte, et en disant un mot nonchalamment flamboie, ben ça fait flamboyer, ça crée une espèce de petit rayon d'énergie et qui brûle un petit peu les choses. Et donc elle se dit wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle demande un petit peu à Zuzo ce qui se passe, et Zuzo, ce n'est que maintenant qu'elle pense à lui demander. Et c'est ça que je trouve très bizarre en fait. Zuzo dit ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais te renseigner un petit peu? Il se renseigne et très vite il sait que ça vient de l'ancienne civilisation qui était présente, le Mazou. Je sais plus, enfin bref, ouais. L'ancienne civilisation qui a été aussi responsable des ruines où il y avait des espèces de créatures débiles que Naomi a combattu avec Esteban, s'il n'a pas aidé, etc. Donc, et cet cet artefact est un peu spécial parce que il peut mettre en avant la magie contenue chez quelqu'un. Donc, étant donné qu'il y a vraiment des restes de magie importants chez Elena, elle peut la faire ressortir via quelques mots à scander à travers ce sceptre. Donc au début elle se dit j'ai pas trop essayé hein, de jouer avec ça, même si ça pourrait être pas mal de se renseigner là-dessus, d'autant plus que c'est pas très compliqué au départ de pas dire flamboyer dans un petit discours. Hein. Ça c'est pas le mot le plus usité qui soit, hein. Faut dire ce qui est. Et alors qu'il prévoit l'arrivée de l'éclipse, où il manque plusieurs personnages que je trouve très bizarres en fait. Je veux dire, c'est censé être un événement important qui met en place un développement important du personnage, et c'est surtout un événement un peu particulier qu'on célèbre super rarement, hein, tous les 250 ans, comme ils disent, et il manque des personnages qui n'en ont absolument rien à foutre d'être là. Il y a les grands-parents d'Elena qui sont là qu'à la toute fin, histoire de dire, Naomi n'est pas là, Esteban n'est pas là. Je trouve ça bizarre, quitte à ne pas leur donner de rôle très impactant, au moins qu'ils fassent preuve d'acte de présence pour dire quoi qu'ils sont là, mais non, ils sont pas là du tout quoi. Genre, ils existent quelque part à faire je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est le truc que je trouve un peu dommage pour ce que c'est censé représenter cet épisode, mais bon. Donc alors qu'il présente cette espèce de petit festival pour l'arrivée de l'éclipse, eh bien, croyez-le ou non, il y a Orizaba, la fée maléfique, qui apparaît. Parce qu'elle existe bel et bien. Quelle surprise! Ah, on s'y attendait pas du tout, hein. C'est incroyable, hein. Et donc, elle se présente, bon, un peu sexy sur les bords, je dois avouer. Elle a une façon de se placer un peu sexy, je trouve. Elle dit, ouais, c'est super, maintenant que je suis libérée, je vais faire en sorte que la nuit éternelle soit sur le monde. Elle a sa petite chanson, je vais faire en sorte que tout soit cool, quoi, la nuit c'est trop génial, etc. Et elle est vraiment en mode
j'aime la nuit, quoi. C'est pas en mode je veux foutre la merde dans le royaume, c'est juste j'aime la nuit. La nuit, c'est super pour moi, je veux que ce soit tout le temps la nuit, quoi. Et elle est presque en mode petit délire d'ado qui doit comprendre qu'elle doit partager avec les autres, c'est plus ou moins ça. Et plutôt que de traiter ça comme ça, c'est censé être une grande méchante contre laquelle il faut lutter. C'est un peu bizarre, je ne le cache pas, la façon dont c'est présenté ça. Enfin bref, elle a pour objectif de trouver l'œil de la nuit ou un truc comme ça qui, dans une ruine, quelques pas de là, la dernière qu'elle a pas visitée depuis le temps qu'elle est revenue à quelques reprises. Il faut bien entendu, comme par hasard, que ce soit à cette éclipse précise qu'elle se trouve au bon endroit pour rechercher son œil. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une éclipse, ça dure pas très longtemps. Et le truc avec Orizaba, c'est que genre elle a une présence de 10-15 minutes. Ce qui, une fois de plus, amène ses motivations à être plus que ça en fait. Alors, en gros, si elle veut que la nuit reste, c'est aussi pour pouvoir demeurer elle-même, quoi, rester. C'est très bizarre la façon dont on l'antagonise totalement, alors qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus recherché que ça dans ses motivations, je trouve. Ça a l'air moins tout blanc, tout noir que ça, je trouve. En tout cas, dans la mise en scène. Enfin, on en parlait un tout petit peu de ça. En tout cas, ouais, il y a Matteo qui s'y rend, suivi de peu par Elena, parce qu'elle se dit « Ah, il faut que je lutte, moi aussi. » Et il fallait pas qu'elle se mette en avant, parce que c'est ça qui va foutre le bordel. Je sais pas quel message ça renvoie, enfin bon, c'est pas trop grave ça, je pense pas qu'il y ait vraiment de message fort à retirer de ça. Tandis que Gabi préparera un petit peu la défense de la stèle où il faudra mettre l'œil de la nuit pour empêcher la méchante d'y mettre l'œil au cas où elle mettra les mains dessus. Évidemment, ils serviront à rien. Le gars, quoi, il prévoit 3 archers. Sérieusement, 3 archers, et tirez-lui dessus rapidement, plou plou, et puis non, ça marche pas. C'est ça, la force armée de... Alors, n'importe quel pays peut conquérir ce pays sans problème. Enfin bref, il y a quand même Elena et Matteo qui, eux, sont compétents, qui se rendent au temple. Et qui essaye de lutter contre la sorcière, même si Matteo avait prévu un tout petit peu de gérer ça tout seul. Elle dit « Je veux participer, je veux le faire », ce qui n'aidera pas. Donc Matteo essaiera un petit peu de lutter contre la fée, il se fera avoir, et en voulant participer... comme par hasard, là aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même, ça tombe mal, quoi, elle va activer donc son sceptre en disant flamboie et créant une petite explosion qui, au passage, est très inconsistante avec ce qu'on a vu au début. Au début, elle crame rapidement 2-3 trucs, quoi. Mais vraiment, hein, genre, elle le met sur un de ses coussins sans faire exprès et ça le crame un peu son coussin, quoi. C'est tout. Là, ça détruit de la roche. C'est pas du tout le même niveau, hein, nous sommes d'accord, et pourtant... Oh, ok. Je trouve ça gros, je trouve ça gros cette espèce d'inconsistance. Et à cause de ça, évidemment, elle a touché le pilier qui contient l'œil de la nuit, bien entendu, hein, ça aurait pu être n'importe quel autre pilier, évidemment. Et donc, la méchante met la main dessus, et elle est toute gagnante, elle s'en veut, Elena, mais en plus de ça, elle est un petit peu épuisée. Parce que les 2 premières fois qu'elle a tiré avec son set, ça lui a pas fait grand chose, mais la 3e fois, ça commence à... ça saper un petit peu. Et alors que la méchante, donc, qui rencontre une résistance incroyable de 3 petits arbalétriers qui tirent une petite flèche à la con... qu'elle ne tue pas au passage, elle essaye pas une seule seconde de les tuer ou quoi que ce soit, et bien entendu, tu peux te dire que c'est juste parce que c'est une série pour mioche et donc on n'oserait jamais faire quelque chose de grave, mais c'est juste, ça donne vraiment cette impression qu'elle est vraiment pas si méchante que ça. C'est ça qui est dingue, quoi. Une fois qu'elle pose son œil dans le socle, là, qu'elle a fait venir la nuit éternelle, qui passe si éternelle que ça, comme on le verra, elle est toute contente, elle fait venir les créatures de la nuit. Et les créatures de la nuit, c'est pas des espèces de petits démons ou de trucs chiants ou quoi que ce soit, c'est des hiboux, c'est des créatures qui vivent la nuit, les animaux nocturnes, quoi. Elle est toute contente de pouvoir vivre avec eux tout le temps. C'est ça son truc, et tu te dis, mais... grande méchante! Il n'y a pas des motivations un peu plus recherchées que ça. C'est très bizarre! Je vous assure, c'est super bizarre, ça donne vraiment pas l'impression qu'elle veut foutre la merde, elle veut juste arranger les choses pour elle et les gens qui ont un petit peu une vie nocturne comme elle. C'est très bizarre! Et pourtant, elle est censée être traitée comme une méchante qui emmerde le monde, quoi. C'est surtout quand donc Elena et Matteo font appel à Zuzo pour discuter de la situation. Zuzo dit
que c'est un petit peu râpé. Alors là, c'est pas super hein, la situation, mais ils finissent par réfléchir un petit peu à ce sceptre. Dans donc le tome qu'il a découvert, il y a donc 3-4 épisodes de ça, Mathéo, donc qui renferme pas mal de sagesse, de connaissances. Et ben il y a des notes sur le fameux sceptre en question, et le sceptre peut s'activer via différents mots. C'est pas juste flamboie, elle fait un truc qui flamboie, qui brûle, etc. Elle peut faire plusieurs trucs avec ce sceptre, dont faire venir de la lumière. C'est un truc aussi qui vient un peu facilement comme ça, mais bon, c'est juste des mots qui correspondent à ce qu'elle veut. Donc quand elle dit brille, ça fait briller. Voilà, donc brille, brille, brille. Et étant donné qu'elle n'aime pas la lumière, en tout cas la lumière du jour, et que ça correspond un peu à la lumière du jour, bah c'est comme ça qu'on l'affronte. Elle va donc lutter, ouais, dans une fois de plus une animation qui passe sans plus, contre la méchante Orizaba pourrait la faire disparaître avec un tout petit peu de suspense, tout petit peu. Isabelle se fera capturer histoire de dire Hey, je suis là, Serette! Je suis la victime à sauver! Pour la 3e ou 4e fois! Ça commence à devenir un peu redondant quand même, hein. J'espère que ça va pas trop s'accentuer là-dessus, mon rôle, quoi. Elle, donc, la sauve, sa petite sœur, en faisant briller, et fait disparaître la Orizaba qui retourne dans son œil de la nuit, qui se brise, et donc elle est morte apparemment. Et puis bon, c'est pas comme si elle pouvait réapparaître de sitôt, si elle réapparaissait toutes les éclipses solaires, vu que bon, ça vient pas très fréquemment, hein, c'est super rare quoi. Donc, c'est la fin du personnage. Je le redis, je suis très mitigé sur le traitement du personnage. Je pense que si vous vouliez vraiment en faire une espèce d'entité démoniaque, il fallait mieux l'appuyer, mieux l'illustrer, parce que ça se ressent pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. En tous les cas, à cause de cette énergie assez importante qu'elle a dû fournir pour booter cette fée chez elle dans le néant, je sais pas trop, elle finit plongée au lit pendant 2 jours, quoi. Elle est vraiment épuisée à fond, et donc on est un petit peu inquiet pour elle, mais voilà, elle va mieux, quoi. C'est juste, elle est vidée de son énergie, mais ça revient, hein. Elle finit enfin par dire à tout le monde, parce que oui, ses grands-parents apparaissent rapidement, histoire de dire à ce moment-là, oui, en fait, j'ai été imprégné de la magie du talisman dans lequel j'étais enfermé, donc voilà pourquoi je peux faire ça. Ok. Et une fois de plus, il faut bien garder en tête que, heureusement que le téléfilm existe, parce que si on avait suivi cette série sans avoir vu le téléfilm, il y a beaucoup de gens, une fois de plus, qui n'ont pas vu le téléfilm d'introduction de l'histoire, quoi. Et je veux dire, tu sais pas du tout ce que c'est que ce talisman. C'est un talisman magique à la con. On sait pas du tout ce qu'il est advenu, ce talisman. C'est juste un talisman magique qu'il a enfermé un petit moment. Il n'existe plus maintenant qu'elle est revenue. Voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'on nous fournit les informations. Si on suit ça sans le téléfilm avec Princesse Sophia. Et il y a une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le téléfilm avec Princesse Sophia. Donc, voilà, hein, au moins, ce téléfilm sert à ça, quoi. Mais ouais, c'est là que ça se termine avec Elena qui demande à Matteo et Zuzo qui, j'espérais, n'apparaîtrait pas si souvent que ça après son manque d'apparition après l'épisode 1. Malheureusement, elle voit avec eux pour travailler un petit peu sur ce sceptre, voir un peu ce qu'il peut faire, etc. Ben, bosser dessus, tout simplement. Ce qu'elle aurait dû faire dès la fin de l'épisode 1, en fait, j'ai envie de dire. Dès la fin de l'épisode 1, elle aurait dû dire Hé Zuzo, tu pourrais te renseigner sur ce sceptre, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Je pourrais peut-être me renseigner sur ce que je pourrais faire avec, et tout et tout. Non, je ne sais pas poser plus de questions que ça à la fin de l'épisode 1. Donc tout doit se faire dans cet épisode-là, ce qui fait que c'est un peu rushé sur les bords, cette partie-là. C'était correct. Je sais que je peux paraître méchant, mais c'était correct, quoi. La menace, une fois de plus, je trouve qu'elle est gérée très bizarrement, mais elle n'est pas affreuse du tout. Il y a pas mal de développement de lore, même si ça va un peu vite et que j'aurais pas été contre que ce soit plus espacé. Je veux dire, pas juste un épisode où tout vient comme ça, juste une micro-base à la fin de l'épisode 1, vous voyez, quoi, un peu plus que ça peut-être. Ça aurait été cool, mais globalement ça va, c'est sympathique, ça fait évoluer le lore, la confrontation était pas mal, c'était correct, c'était correct. Voilà, hein, je suis pas contre des épisodes comme ça, hein, ça décolle pas ultra haut, mais ça se regarde, ça se regarde. A bientôt pour l'épisode 11, bye!